Réhabiliter Louis XII, partie 3 sur 6. Timeline 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Il reprend contact avec le roi d'Espagne, Ferdinand, et les deux souverains se partagent les possessions et les titres du roi de Sicile. Louis obtiendrait le titre de roi de Jérusalem, Ferdinand conserverait celui de roi de Sicile. Et la conquête, vous voyez, ils se partagent, c'est une sorte de Yalta locale. La conquête est prévue pour le printemps 1501. Le pape, tenu au courant du traité franco-espagnol, se montre favorable, d'autant que son fils, le fils du pape, César, bien sûr, que vous connaissez, y participe. Le roi français souhaite une campagne rapide et en effet, les troupes avancent rapidement et se montrent, comme d'habitude, sans pitié face aux cités ennemies. 2 mois plus tard, le 28 juillet, les Français entrent dans Naples. La victoire est totale, d'autant que les pertes humaines et matérielles ont été assez minimes. Et contrairement à ce qui s'était passé pour Ludovic Sforza, le roi de Sicile, Frédéric, est ramené en France, mais avec beaucoup d'égards. Il se voit allouer, lui, une pension confortable. Ces triomphes amènent Maximilien, à signer des traités de paix avec la France, paix qui devrait se conclure par un mariage entre les deux maisons royales. Le traité est ratifié en décembre. Philippe d'Autriche, le fils donc de Maximilien, et la reine Isabelle de Castille y sont associés. Le projet d'union entre la fille de Louis XII, Claude, et le petit-fils de Maximilien, Charles, est confirmé. À Noël 1501, Louis XII est bel et bien le souverain le plus puissant d'Europe. Alors il y a quand même des difficultés qui subsistent entre la France et l'Espagne au sujet de Naples, ce qui va amener à un conflit larvé entre les parties, arbitré toujours par Philippe d'Autriche. En dépit de ses assurances répétées, le roi d'Espagne n'accepte aucune solution diplomatique et le 6 mai 1503, la ville de Naples, vaincue, lui jure fidélité. Alors en réponse, Louis XII prépare une double attaque contre Ferdinand en Italie et chez lui en Espagne. Et pour ça, il lui faut mettre sur pied 5 armées. Mais pour ça, il faut de l'argent. En plus, les défaites françaises commencent à modifier un peu l'attitude des autres cités italiennes. Le pape, Alexandre VI, hésite en plus à soutenir la France. Sauf que, comme il va mourir, à ce moment-là, Louis XII espère lui voir succéder le cardinal français Georges d'Amboise. Sauf que c'est un autre qui est élu, un autre qui va mourir rapidement 3 semaines plus tard. Nouvelle élection, et encore une fois, le cardinal d'Amboise n'est pas élu. Il préfère laisser sa place à Jules de la Rovère, Giulio della Rovere, qui était d'ailleurs un allié de la France et qui va le rester durant ces 9 années de pontificat. Mais ça ne permet pas à Louis XII de récupérer ses possessions napolitaines, même si le chef de l'armée espagnole lui accorde une capitulation, honorable. De façon générale, le traité signé se montre particulièrement généreux envers les vaincus et la population civile. Une paix de 3 ans est signée avec l'Espagne et Louis XII signe dans la foulée des traités avec l'empereur Maximilien pour sécuriser Gênes et Milan. C'est ce qu'on appelle la paix de Blois qui est signée en septembre 1504. Tout ça n'empêche pas le roi de France de chercher des responsables. Les capitaines qui ont mené l'armée étant morts, soit au combat, soit durant leur retour en France, pas de chance, la critique va se reporter sur les financiers. Et un temps de paix semble s'ouvrir en France qui va permettre de préparer un second programme de réforme. Louis XII en avait déjà mené certaines, comme la refonte de l'armée, le réajustement des poids et des mesures pour la monnaie, la réorganisation aussi de l'administration de la justice royale. Cette dernière ordonnance, d'ailleurs, interdisait la vénalité des offices judiciaires, condamnait le népotisme, limitait l'usage de la torture. Elle exigeait aussi d'être licencié en droit pour pouvoir exercer et demandait plus d'assiduité dans l'exercice de la fonction, tout ça étant d'une logique implacable. Et ça fait même rêver aujourd'hui. Seulement, comparé à aujourd'hui, c'est pareil finalement. Jugée trop sévère, l'ordonnance est revue un peu à la baisse en juin 1499. Malgré tout, la justice était en passe d'être rendue uniformément dans tout le royaume, ce qui allait quand même désengorger le Parlement de Paris. En l'an de grâce 1505, les coutumes des pays de langue d'Oil, c'est-à-dire de la moitié nord de la France, sont mises par écrit. Il faut savoir que les pays de langue d'Oil sont réputés être des pays de tradition orale, contrairement aux régions du Sud qui ont gardé la coutume du droit romain qui était de fixer les lois par écrit.
Le seul nuage dans ce temps de paix, c'est toujours la même chose, hein, reste l'absence d'héritier mâle. Aucun des deux fils d'Anne n'ont survécu. Louis XII, en plus, est très malade. Il faut savoir qu'en cas de décès, le futur souverain serait François d'Angoulême. Et François d'Angoulême a 9 ans à ce moment-là. Dans ces conditions, à qui confier la régence? À la future reine veuve ou à la mère de François? Pour régler cette affaire, Louis XII fait de nouveau couronner Anne et se prononce en faveur d'un mariage entre sa fille Claude et François d'Angoulême. Anne de Bretagne serait donc régente dans un conseil où la mère de François et Georges d'Amboise, vous vous souvenez, celui qui aurait dû être nommé pape, auraient leur place. Philippe d'Autriche ne réagit pas à la nouvelle, qui va quand même à l'encontre des traités qui ont été signés. Tout simplement parce qu'à cette époque, il est occupé, lui, par la succession au trône d'Espagne. Il a lui aussi des droits sur le trône puisqu'il est le beau-fils d'Isabelle la catholique et de Ferdinand d'Aragon. Et oui, los reyes católicos, les rois catholiques, vous savez, ceux qui ont achevé la Reconquista, qui ont financé le voyage de Christophe Colomb. C'est finalement Ferdinand qui devient le premier roi d'Espagne. Il épouse une nièce de Louis XII. La période de paix générale, en fait, va être d'assez courte durée. Juin 1506, à Gênes. Un noble est malmené par un marchand et cet incident devient le détonateur d'une révolte populaire menée par Manuel de Canale. La noblesse génoise envoie rapidement des émissaires à la cour du roi de France pour se plaindre, suivi par le parti populaire. Le vice-roi ne parvient pas à trouver un compromis, un gouvernement et une république sont créés à l'initiative des Giusettiniani. Certaines cités inféodées aux Milanais leur viennent en aide, sans pour autant entrer en confrontation directe avec la France. Et des troupes sont envoyées à Monaco contre les soldats français et la cité de Gênes rompt tout contact avec la France. Et Louis XII se retrouve dans l'obligation de partir mater la révolte, et il se rend sur place accompagné d'une armée et d'importants seigneurs. Le 23 avril 1506, l'armée française se trouve aux portes de la ville, qui refuse de se rendre. Le 25, malgré tout, le roi est devenu maître de Gênes. C'est la première fois de son histoire que la cité est conquise par les armes. Le 29, il entre dans la ville en grande pompe. Les citadins, en larmes, implorent sa clémence, son pardon, encore une fois, au nom de Jésus-Christ, ce que Louis XII accepte. Seuls les 70 principaux responsables sont punis, comme d'habitude, et l'apparat symbolique de la brève République est jeté aux pieds du roi, foulé donc et brûlé. Gênes perd son vice-roi et est annexé au domaine royal. Louis XII en profite pour se rendre à Milan, où il est reçu de nouveau en grande pompe, et il va rencontrer Ferdinand, le roi d'Espagne, qui voyage à Naples à ce moment-là. Et si tout semble s'apaiser, Louis XII n'oublie pas que Venise, qui est pourtant son allié, a quand même favorisé la révolte de Gênes. L'attitude de la Sérénissime irrite aussi l'empereur Maximilien et le pouvoir papal. 3 puissants ennemis donc qui vont s'allier et qui vont amener dans leur alliance d'autres souverains qui eux aussi ont pas mal de griefs contre la cité vénitienne. La France, le Saint-Empire, les Pays-Bas, mais aussi l'Espagne, le Saint-Siège, Florence, la Hongrie signent en mars 1509 un traité prévoyant entre autres comment se répartir les territoires vénitiens une fois que la cité aura été conquise. Début avril, la guerre est déclarée. Selon la propagande royale, il s'agit d'aller délivrer les terres italiennes qui souffrent de la tyrannie vénitienne. C'est sous ce motif que le roi prélève 100 000 écus d'or à la ville de Milan, 50 000 à Florence. Dans le même temps, le pape accuse les Vénitiens de crimes de lèse-majesté divine et les excommunie. Et alors, réemployant la méthode brutale qui leur avait assuré pas mal de succès sur les terres italiennes, les armées françaises avancent de victoire en victoire, rasant carrément les cités qui ne se soumettent pas. Les armées alliées connaissent les mêmes succès. 17 jours. Il a fallu 17 jours, c'est la durée totale de la campagne contre Venise. La victoire est éclatante. Mais, comme toujours, la paix ne dure pas. Effectivement, la victoire contre Venise a permis au pape Jules II d'agrandir considérablement ses terres, et du coup, il se met à rêver de l'unification de l'Italie. Seulement pour que ce projet
ambitieux se concrétise, il faut pour ça bouter les Français hors de la botte italienne. C'est une sorte de jeu de dupes, évidemment, et le roi de France, comme le pape, réunissent leurs alliés chacun et réaffermissent leurs alliances en vue de la guerre prochaine. La situation devient telle qu'à l'été 1510, Louis XII réunit les représentants du clergé français à Tours. Et là, il leur présente son objectif d'entrer carrément en guerre contre le pape et de le déposer, autrement dit, de le faire remplacer par quelqu'un dont la politique n'entravera pas les ambitions françaises. Le clergé français, vous êtes étonné, choisit de soutenir son roi. Les préparatifs du concile ont vocation à déposer Jules II et ils peuvent commencer. Le roi de France est fort du soutien de l'empereur Maximilien, mais le roi d'Espagne, de son côté, craint que Louis XII, n'acquiert trop de puissance. Il demande quand même au pape de ne pas pénétrer dans les possessions françaises. Louis et Maximilien signent un traité qui prolonge celui de Cambrai. Les deux souverains se promettent alliance, soutien mutuel en cas de guerre en Italie, sans plus de précision. Et Louis XII accepte d'oublier ses griefs contre le pape si ce dernier signe un accord raisonnable avec le duc de Ferrare, allié de la France. Si le pape met fin à ses ambitions, alors le roi de France s'engage notamment à lever une croisade contre les Turcs. Le pape refuse, il excommunie l'ambassadeur du roi. Là, vous avez compris, la guerre devient inévitable. Un concile universel est convoqué pour rendre Jules II schismatique. En d'autres termes, le pape séparerait l'Église catholique et agirait contrairement à ses dogmes. Au mois de mai, la ville de Bologne est prise et le pape fuit à Ravenne dans la précipitation. L'émission 5000 ans d'histoire est désormais accessible gratuitement, divisée en 6 parties, du vendredi au mercredi. En vous abonnant pour 2 € par mois, le prix d'un café, vous avez accès à l'émission et aux plus de 300 autres, en entier, en exclusivité, et surtout sans pub. Le lien est dans la description.